Welcome. Salut Gabriel. Salut Greg, Bon alors du coup, t'es où toi? T'es à New York? je suis à Brooklyn. T'es à Brooklyn. Ouais, t'es plutôt aux États-Unis du coup. Je suis plutôt aux États-Unis. Ça fait longtemps que t'es là-bas? Ça fait depuis juin 2016, 4 ans et quelques mois. OK. Ça fait depuis un bail maintenant. Tu fais quoi à New York? Je suis, associate creative director chez BBDO. Et ça fait 4 ans que t'es là-bas ou t'as bougé d'agence en agence? Non, j'ai fait 2 agences depuis que je suis à New York. J'ai fait une petite agence qui s'appelait Translation, heu, qui était à la base montée par un producteur de hip-hop qui s'appelle Steve Stout et qui a monté sa propre agence de pub. Et Ouais. il avait mis à la tête de la création un mec qui s'appelle John Norman, qui est un ex de Wieden Kennedy Amsterdam, un énorme créatif qui, à l'époque, avait fait, en tant qu'ECD, il était sur Ride the Future, Nike. En tant que DA, il avait fait toutes les pubs HP qui avaient pris des prix à Cannes, et il avait fait Happiness Factory de Et t'es resté Coca-Cola. long et tu resté longtemps dans cette boîte? Écoute, je suis partie avant que tout s'effondre et avant que ce mec se fasse virer, donc je suis restée Le temps suffisamment qu'il longtemps. fallait? Je suis restée 1 an et demi, 2 ans. Ouais, Donc ça fait 2 un ans que an t'es chez BBDO? ouais, OK. 2 ans, ça va bientôt faire 3 en fait. Bientôt 3. Ça va bientôt faire beaucoup trop longtemps que je suis chez BBDO. Et du coup, BBDO, c'est quoi, à New York comme, format d'agence? C'est énorme. BBDO New York, c'est la plus grosse du groupe. Tu as David Lubars qui est le CEO international qui est à New York avec nous. Donc c'est vraiment le QG. C'est quoi la taille de l'agence, par exemple? C'est 900 personnes. Ah oui, c'est une grosse agence. C'est une grosse Ouais. agence à New York, 900? Je pense que c'est la plus grosse, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça doit être une des plus grosses. Ouais, ouais, c'est gros. C'est C'est gros à l'international, 900. C'est quoi comme taille, les moyennes d'agences? Mm. Une moyenne agence, c'est quoi? Franchement, je peux pas répondre à cette question. J'ai pas suffisamment d'expérience dans les autres agences et je m'intéresse pas particulièrement au format d'agence hors de la mienne. Je pense que tu es sur. Ouais, non, je sais pas. Translation, c'était une moyenne agence, je pense. C'était C'est 100 personnes, 150. Et c'était à New York aussi? C'était à New York aussi, parce qu'après, tu as vraiment le format micro-agence où tu es sur du 15 créatifs, quoi. Donc vraiment des Ça, tout c'est du petits, des studio tout quoi, petits de shops. d'un toute petite Ouais. équipe. Et ça, tu en as beaucoup, beaucoup à New York. Donc je pense que tu es soit dans un micro-format comme ça, soit tu es entre 200, 300 personnes. Je me demande si Johannes Leonardo, qui, à mon avis, peut être considéré comme une moyenne agence, je pense qu'ils sont aux alentours de 200, 300 personnes. Et il y a beaucoup de grosses agences ou, comme en France, on va dire, il y a une ou 2 grosses agences, mais c'est tout, vraiment derrière, c'est 3 fois plus petit? Euh, je, Attends, t'as Ogilvy, t'as Grey qui est énorme. T'as quand même pas mal de grosses, hein. T'en as quand même pas mal. Je pense que tu dois avoir 5, 6 grosses agences. TBWA et DDB, elles font partie des grosses agences à New York? Ouais, je pense. Mais encore une fois, et puis en post-Covid, avec tous les écumages qui ont été faits, franchement, je peux pas répondre à cette question. Je les connais pas suffisamment bien. Ça a donné quoi cette année, dans la pub à New York, le Covid? Ça a été En un peu dé l'hécatombe. Du quoi? Ça a été un peu l'hécatombe. L'hécatombe. Ouais. Parce qu'on n'est pas, tu sais, il y a pas de contrat aux États-Unis, donc tu es disposable aussi facilement qu'embauchable. Et nous, chez BBDO, on a viré 100 pe enfin, ils ont viré 100 personnes. Donc un dixième d'effectifs quasiment? Ouais, 100 personnes, y compris le CCO, Greg Hahn, qui était là depuis 15 ans. C'est l'équivalent de Stéphane Xibéras, chez BBDO. C'était une grosse légende. C'est lui qui avait fait la campagne Sport Illustrated? Ouais, il avait fait, ouais, Greg, enfin, Greg. il a fait beaucoup de choses très connues, ouais. Et c'est lui qui supervisait tous les gros boulots de BBDO, donc tous les récents grands prix qu'ils ont fait, les sneakers, les M&M's, les trucs comme ça, quoi. Et il Heu, virait parce que, question d'argent ou c'était un autre, c'est une question d'argent, ouais. ouais. Une question d'argent. Le boss, David Lubars, était apparemment, on a appris qu'il avait beaucoup pleuré. C'était vraiment
En fait, le problème, c'est qu'on fait partie d'un groupe qui est Omnicom, qui est beaucoup plus gros, qui représente 80 000 personnes. Et Ah ça ouais, venait directement du patron ouais, d'Omnicom et ça venait directement des actionnaires, si tu veux. C'est pas une décision à laquelle personne de l'agence a pu vraiment, que personne n'a pu changer ou contrôler. Donc, ça a été assez violent. On a aussi perdu le chef du département de production, donc l'équivalent de. Je fais des équivalents français avec les agences que je connais. Je suis allée que chez VETC, donc l'équivalent de Fabrice Brovelli s'est fait aussi virer. Donc ça a été un mois assez dur. Je crois que c'était en avril, très très. En plus, c'est arrivé tellement tôt dans le dans le confinement et dans la pandémie que c'était avril. ils ont Ouais, été réactifs, quoi. Au bout d'un ouais, mois, ils avaient déjà, lancé les hostilités de licenciement. ouais. Ils ont tapé suffisamment fort pour ne pas qu'on soit après angoissé. Ce qui a été, je t'avoue que égoïstement, un gros soulagement parce que ça a été très très dur de serrer les fesses et d'attendre. Parce que tout le monde pouvait survivre, il y a personne qui était tranquille. Tout le monde, tout le monde. Bah, a priori, si vire le CCO, tu penses bien que Ouais. ça a été une très grosse surprise, mais on s'attendait à une grosse vague de licenciements. Il y a une app qui est très pratique aux États-Unis, je ne sais pas si on l'utilise en France, qui s'appelle Fishball. Fishball, Ouais, non, c'est pas très utilisé en France encore. ouais. En France, aux États-Unis, c'est très utilisé, donc si tu veux, moi j'étais dessus tous les jours. Parce que Fishball, c'est une forme de forum, en fait, de discussion entre, plusieurs personnes du même secteur d'activité. Il y a, ouais, Mara Lecoq qui travaille, là-bas, qui a beaucoup bossé en France aussi, notamment chez BETC, qui en fait la promo aussi souvent. On en a parlé dans son interview. Et du coup, il y a pas ouais, mal de channels sur lesquels on peut discuter des salaires dans telle agence, des machins, espèce de forum un peu, d'information, plus ou moins anonyme. Et du coup, j'imagine que pendant le covid, ça a été très utilisé. ça a été très utile parce que tu as des subs par groupe. Donc, tu as le sub Omnicom où tu apprenais un peu ce qui se passait au niveau du groupe et dans différentes agences. Tu as un sub BBO. Donc, on pouvait aussi un peu. Parce que, en plus, tout s'est fait quand on était tous en confinement chez nous. Donc, si tu veux, on n'avait pas du tout de. Tu n'avais pas du tout de vis-à-vis d'informations. C'était un coup de fil qui allait arriver ou qui allait pas arriver, quoi. Tu Comment ça maîtrisais s'est passé? Dès mars, l'agence a fermé les portes et tout le monde est passé en télétravail? Ouais, mi-mars. Et Ils ça ont a annoncé. repris? Est-ce que vous avez Pardon? repris le travail en agence? Est-ce qu'on a Repris. repris? Est-ce qu'on retourne à l'agence en ce moment? C'est ta question? Ouais, non. Non, toujours pas. Je pense que Depuis mars, personne n'est retourné, enfin, l'agence n'a pas demandé aux gens de revenir. non, elle a réouvert à 25. Donc a priori, si tu veux y retourner, tu peux, mais Mais ils te c'était pas demandent pas de le faire. Non, mais parce qu'il y a eu des sujets vraiment. comme ça pendant l'été de réseau entre Havas ou Publicis en France, à Paris, où ils disaient, bah, vous revenez au maximum, vous pouvez avoir un jour, 2 jours de télétravail, mais il y a une présence obligatoire, et cetera. Ça pas c'est pas du tout le cas et c'est le cas dans aucune des villes avec qui, je discute. Ils sont tous passés en télétravail full depuis mars et pas de retour. C'est pareil pour, vous à New York? Ouais, c'est pareil pour nous à New York. OK. C'est pareil pour nous et a priori, le télétravail risque de devenir partie prenante à une nouvelle vie en agence. Une Je nouvelle pense forme de que même travail. après Covid, on va. Écoute, les Américains, ils sont très focus sur l'efficacité. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on était tous très productifs de la maison, qu'au final, ils payaient beaucoup moins de, beaucoup moins de loyer. Ça, c'est Donc, sûr. je pense que à partir du moment où c'est un win-win pour tout le monde, il n'y a pas vraiment de raison de repartir sur un format qui ne marchait pas si bien que ça. Surtout que nous, les bureaux sont à Midtown, donc Midtown, c'est une espèce de ville dans la ville où tout devient beaucoup plus grand, les tours sont gigantesques, tout est gris, l'été, il fait atrocement chaud et l'odeur est dégoûtante dans la rue. L'hiver, il fait froid, il y a de la boue par terre. Enfin, c'est vraiment Midtown, je pense que c'est C'est le le centre de cauchemar. Manhattan, Midtown? C'est juste en dessous de Central En dessous de Park. Central Park, au centre de Manhattan. OK. Ouais, et c'est un peu le cauchemar de toute la classe, de toute la white collar class à New York. Donc, on est bien content que ce bordel se termine. Et il y a eu d'autres agences aussi qui ont licencié en quantité. Il n'y a pas que BBDO, tout le monde, s'est séparé d'une partie des effectifs. Mhm. Il y a eu quelques agences qui ont réussi à, tenir. Je pense que Mulan Law a été une de celles qui a le moins.
qui a pris le moins cher. Mais j'ai des potes chez Johannes Leonardo qui se sont fait virer. Je sais pas trop comment j'ai pas eu de nouvelles de Wyden et de euh, Droga, mais non, j'ai pas. J'ai plutôt des potes qui se sont fait embaucher chez Droga récemment. Mais je demanderai et je te dirai. Ok. Tu parlais tout à l'heure de Midtown. On entend souvent parler de la publicité à New York sur Madison Avenue. C'est dans ce quartier-là? Ouais, c'est pas très loin, mais D'accord. c'est Qui est une avenue, enfin qui est une rue dans laquelle il y a beaucoup d'agences de pub. Enfin, un quartier. ouais, je crois que c'est là où il y avait la Yang à l'époque. La Yang a été la première à ouvrir ou c'était BBDO? Je sais jamais laquelle des deux a été la première. Mais tu avais ces grosses agences qui étaient là-bas à l'époque. Nous, maintenant, on est sur la 6e. Et les agences sont maintenant assez. T'as certaines agences, les plus petites agences un peu plus cool sont à downtown. Et les plus grosses sont vers Midtown, mais tu en as quelques-unes qui sont autour de BBDO, mais tu as aussi le Midtown plus bas de la 28e. Moi, je suis sur la 52, Ok. beaucoup plus bas. Quand tu parles de downtown, c'est du côté de la Bourse? C'est plus du côté de Soho. T'as Johannes D'accord. Leonardo qui est à Soho. Je sais pas où est Wyden, mais je pense ils doivent être quelque part downtown aussi. Et personne à Brooklyn? Euh, Translation avait bougé à Dumbo et t'as 72 qui est à Dumbo, dans un endroit incroyable de Dumbo. Mais quasiment toutes les agences sont dans Manhattan, vraiment. Ouais, t'en as beaucoup, mais 72 avait fait un bon move. Je pense ils ont dû récupérer pas mal de bons créatifs juste en bougeant à Brooklyn avec une vue incroyable sur Manhattan. Mais je sais pas si depuis ça, le momentum s'est vraiment transformé en réussite pour eux. Ok. Refaisons un tout petit contexte de ce que tu fais là-bas et ce que tu es. Du coup, toi, tu es né en France Mhm. et tu as quel âge là, actuellement? 34. 34. Et tu as commencé à bosser. Alors, tu es parti aux États-Unis pendant tes études. Mhm. Je suis Donc, tu as partie eu, avant un an. t'as eu une expérience américaine, tu parlais couramment anglais Mhm. en revenant. Et tu as commencé, du coup, la vie publicitaire en bossant chez BETC, Ouais, où on avant. s'est croisés en 2010, Ouais, à peu près. 2010 quand je suis arrivée. Je crois Ok. on était assis à côté, Greg. Je sais plus. Dans le même espace, en tout cas, le même On open était pas space. loin. On n'était pas loin. On était dans la pouponnière ensemble. Euh, La et, euh, couveuse. et je suis restée jusqu'à 2016 chez BETC et je me suis cassée aux États-Unis. Donc, tu avais 6 ans de BETC quand même. Tu étais rédac. J'étais rédac. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait partir de BETC de Paris? Euh, Écoute, ça se passait plus très très bien pour moi chez BETC. Je pense que j'en avais un peu ras-le-bol de me battre contre l'autorité. Je me sentais vachement incomprise. Jacques Joly était devenu mon, euh, mon... Némésis. Non, c'était devenu le DC mon superviseur, pardon. Donc à D'accord. partir de là, j'ai décidé de Tu n'étais pas partir. en accord avec son mode de fonctionnement. Non, c'est pas ça, c'est plus que j'étais pas en accord avec le fait que l'agence m'ait foutu Jacques Joly au-dessus de moi, quoi. Ok. Et c'était des histoires un peu compliquées que j'ai pas forcément envie d'aborder maintenant. Si tu veux, j'ai un peu regardé ce qui se passait autour en France et je pense que j'avais envie d'aventure, que je connaissais bien les États-Unis et je pense que profondément j'ai aussi ce truc de juif errant et j'avais besoin mon ADN avait besoin d'être un De immigrant. voyage. D'accord. Et du coup, pourquoi New York? Parce que tu y étais allé et que ça te rassurait? Parce que j'y étais allée, que ça me rassurait, et puis aussi parce que les circonstances de la vie, j'avais des potes qui étaient là-bas à cette époque, et je cherchais aussi à Londres et à Amsterdam, hein, c'était pas la seule, mais il s'est trouvé que l'opportunité de travailler avec John Norman s'est présentée très rapidement dans ma recherche, que le salaire était des chiffres que j'avais jamais vus avant, donc j'étais excitée. Et puis la ville m'a appelée parce que je la connaissais déjà. C'est drôle parce que la première fois que j'y ai vécu, je me suis vraiment toujours dit plus jamais New York. Et puis j'y suis retournée et c'était reparti comme en 40.
Comment tu avais fait? Tu avais pris contact avec des chasseurs de tête? Avec Amsterdam, Londres, New York? Ouais. Alors pour New York, ce que j'avais fait, c'est que j'avais googlé Best Headhunter Creative Advertising et j'étais tombée sur un article, je crois que c'était dans le Times Magazine, qui faisait le portrait des 10 meilleurs et je les ai tous contactés sur LinkedIn et on a 2 qui m'ont répondu. Et qui du coup après, t'ont, fait des offres de, places Ouais, qu'ils avaient, ouais. en Et l'occurrence c'est chez par Translation. une d'entre elles qui s'appelle Dani Lennon, une nana qui est assez connue de la communauté expat ici parce que tu as quelques headhunters qui sont spécialisés dans les expats et donc elle en faisait partie et celle qui m'a trouvé le job chez Translation. Tu conseillerais d'avoir cette, méthode pour aller bosser dans les pays Ouais. anglophones, par exemple? Ouais, bah, il y a pas de raison. Les headhunters, ça marche très, très, très bien aux États-Unis. Encore une fois, je sais pas, j'avais essayé de faire ça en France et j'ai jamais été vraiment très successful. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas encore, Il y en a pas. culturel en France. Hem, mais aux États-Unis, ça l'est vraiment et du coup, c'est jamais toi qui payes, c'est toujours l'agence qui paye, Le le headhunter, headhunter, le donc chasseur de tête. le chasseur de tête. Donc il y a vraiment aucune raison de pas le faire si tu veux. Ça rend la vie tellement plus facile. Ils sont au courant de toutes les positions qui sont disponibles et il y a aucune raison de pas le faire. Donc ouais, complètement foncez, prenez un chasseur de tête. Je crois qu'à Amsterdam aussi, ça marche pas trop mal et à Londres, il me semble que Oui, globalement, bah, c'est les pays anglophones, hein. Globalement, c'est des process, enfin, anglophones. Du moins, je ne sais pas si, exactement. si les pays nordiques, enfin, après les latins sont moins comme ça, mais je ne sais pas comment ça se passe, en Russie, en Chine et cetera. Mais en l'occurrence, ces 3 villes-là, dans le marché publicitaire qui est anglophone, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Hem, qu'est-ce que, attends, bon, tu parlais d'argent, du coup, tout à l'heure. C'était quoi ton salaire chez BETC, à peu près, en ordre d'idée, une échelle? En rédac, junior, middle, du coup, à l'époque. Ouais, mon dernier salaire après 6 ans, ça a été 2 300 balles, je crois. Brut ou net? Il me semble net. Net, donc on va dire, Peut-être 30 moins, peut-être à peu près 2 600. 36 000 € à l'année, Ouais, brut? un truc comme ça. À peu près 36 K brut et de ça, tu es passé à combien à New York? 140 $, 140 000 $. 1000? De 36 à 140 000 en brut. Après, c'est pas les mêmes taxes, j'imagine? C'est pas les mêmes taxes. Ouais, enfin, je payais 30%. Juste sur le brut, il y avait juste 30 de taxes, le reste, c'était dans ta poche? Ouais, Il y a pas une taxe fédérale, gouvernementale en plus? ça Non, fait partie ça des. fait partie des 30. Ouais, OK, je d'accord. paye peut-être un peu plus maintenant, mais c'est autour de ça. Non, ce qu'il y a, c'est que la vie à New York est complètement. Les proportions sont complètement différentes. Ton loyer coûte beaucoup plus cher. Mais D'aller au tu restaurant, ça coûte mais beaucoup. en gros, j'ai rapidement fait le calcul de tête, tu es passé de, 2 net à peu près 9 000 net. Ouais, OK. ouais. Et le loyer, il est passé de combien à combien? Le loyer, il est passé de 1 000 balles à l'appartement que j'avais quand je suis arrivée, je me suis fait un peu arnaquer, je savais pas trop où aller, il était à 3 500. 3 500 € de dollars, 3 500 $ de loyer? Ouais. C'est beaucoup. Et là, maintenant, il est à combien? 2 200 depuis le Covid, j'ai pu baisser un peu mon Et ça loyer. représente quelle surface, 2 200 à Brooklyn? 60 mètres carrés, 60. 60? Et Ouais. à Paris, 1 000 balles, tu avais pas 60 mètres carrés? J'avais 40. 40. J'avais un bon appart. Mais je crois que les prix à Paris ont vachement monté Ouais, globalement. depuis que je louais. Ça Mais bon, oui, tu es mieux payé aux États-Unis, c'est sûr. Mais il y a pas que le loyer, comme coût. Il y a quoi comme coût de la vie différent entre Paris et New York? Quand tu vas faire tes courses ici, ça te coûte plutôt 200 balles par semaine que 70 chez Franprix. Enfin, je sais pas, Tu es 2 fois, enfin 2 à 3 fois plus cher, ouais, selon ce que tu achètes, là, en l'occurrence, c'est quasiment 3 fois plus cher, mais c'est la bouffe, ouais. en achetant des choses normales ou, des choses, très, importées, très françaises, très, très Non, particulières? en achetant des légumes, quoi, tu vois? Oui, juste en achetant, En ce qui me mangeant semble être normal en France, des légumes, mais c'est moins commun. en essayant de manger sain. Non, ouais, un peu de légumes et de la viande. Moi, j'achète pas mes petits lus par nostalgie de la France à 15 balles. Non, non, c'est pas ça le coût. Je pense que vraiment les légumes sont très chers. Bah, Attends, en fait, je pense que pour te donner une bonne
un bon référent. J'avais parlé, moi je parle souvent aux chauffeurs dans les Uber. J'adore discuter avec eux, je les trouve toujours très intéressants. Les gens sont très intéressants pour moi, qui qu'ils soient. Et on parlait des salaires de Uber et j'ai demandé à plusieurs personnes et je crois que c'est aux alentours de 5 000 par mois. 5 000 $ de revenus? Mhm. Donc, ça te donne un peu un salaire moyen bas à New York, ce que c'est. OK. Parce qu'ici, il faut compter que tu t'épargnes pas pour ta retraite, que la plupart du temps, moi j'ai la sécurité sociale, enfin j'ai la CFE? health insurance, mais je paye en plus un peu plus tous les mois pour mon health insurance. Tu as beaucoup de choses qui sont pas du tout compris dans ton bénéfice que t'as en France et tu as beaucoup plus de facilité, l'école publique, etc., etc. Donc, je pense que ça participe aussi. Si je restais un American citizen, il faudrait que je commence à mettre la moitié de mon argent de côté pour ma retraite et pourquoi pas pouvoir envoyer mes enfants un jour à l'école, tu vois. Donc, il faut aussi voir que la vie n'est pas du tout la même. Oui, parce que j'imagine que l'école, coûte très cher, au-delà Ouais, de enfin là, tu as pas d'enfants, mais pour ceux qui voudraient bouger avec des enfants, c'est un gros coût. c'est un gros coup, ouais. Je pense il faut bien compter. Si tu veux enfin, surtout à New York, il y a quelques écoles publiques, mais c'est très compliqué d'envoyer ses enfants dans les bonnes écoles publiques. Et le privé, c'est 50 000 balles par an pour un gosse de 10 ans, quoi. Donc, la vie est pas Très, du très tout. cher. Je pense que c'est aussi de là que viennent les hauts salaires, mais les hauts salaires qui, encore une fois, sont assez répartis dans toutes. Enfin, si tu engages une femme de ménage ici, ça va te coûter 100 balles les 3 heures, alors qu'en France, on paye nos femmes de ménage beaucoup moins cher, si tu veux. D'accord. Donc, c'est juste. Tout est. Les proportions sont pas du tout les mêmes, mais je pense que c'est pas seulement dans la publicité, c'est vraiment dans Oui, tout. c'est un ratio, coût de la vie. Effectivement, ça fait des gros salaires si on compare, mais il faudrait comparer dans son ensemble de, ce que te coûte, chaque poste de dépense et combien d'argent il te reste. Ne serait-ce que bêtement, tu dois à un moment donné aussi payer des billets d'avion, j'imagine, si tu veux voir de la famille en France ou eux s'ils veulent venir te voir. Mais bon, À l'époque, ouais. Ça fait chacun depuis son un an, truc. malheureusement, que j'ai pas pu rentrer, mais ouais. Oui, parce que là, cette année, le covid, aide pas, mais dans les packages, il faut rajouter, quelques euros là-dessus, enfin un paquet d'euros. Le point de la sécurité sociale, si, attends, pour finir sur les salaires, est-ce que tu as un ordre d'idée d'un salaire de, junior, middle, senior? Ouais, bien sûr. Alors, ben, moi, je pense, j'étais intermédiaire quand je suis arrivée chez Translation. Non, je suis passée en senior parce qu'ils n'avaient pas de poste ACD. Donc, senior, je dirais que c'est entre 120 et 140. Donc tu es arrivé à 30 ans, c'est ça? À New York? Ouais. 30 ans et tu étais, middle senior. Donc ils t'ont pris un salaire de J'étais senior pour eux J'étais parce ouais, et je suis passée senior pour eux. donc le 120-140, c'est un salaire, senior. Ouais. Jeune senior, mais senior. OK. ACD, je pense que c'est donc ACD, c'est Associate Creative Director, c'est entre 140 et 180. Ensuite CD, ça doit être entre 170, 160 selon les agences et 250. Et puis après, Après il y a Sky groupe is creative director et cetera et là on compte en Creative Director, groupe Creative Director, et puis ça dépend des agences. Mais je pense que, ouais, ce qui est compliqué aux États-Unis pour pouvoir déménager, c'est vraiment qu'il faut pouvoir atteindre le visa du O1. Donc, il vaut mieux avoir fait quelques prix en France, c'est très important, pour que l'entreprise te veuille et te paye, tous les accès? pour que le gouvernement te veuille et Gouvernement. t'accepte dans le pays. Et la perception de faire venir un talent extérieur, qui Donc, fasse, voilà, immigrer une compétence. tu dois Est-ce immigrer une compétence. Et pour les créatifs, en général, le visa sous lequel on est tous, à part le H1B, c'est un visa de travail, mais il est plus compliqué à avoir. Je crois que c'est qu'en octobre et que tu as une espèce de loterie. Donc, en général, les agences préfèrent recruter en O1 et le O1, c'est Extraordinary Ability. Donc, il faut vraiment que tu prouves que tu as une compétence, comme tu dis. Donc, il faut avoir eu quelques awards. Il n'y a pas que ça. Je pense que aussi participer à ce genre de plateforme ou d'avoir des articles dans C'est qui les créa
ou essayer de faire des jurys dans des prix, ou juste essayer de networker et d'avoir quelques publications et quelques. Ça peut aussi aider. Moi, j'étais pas du tout. J'ai jamais été jury, j'avais jamais eu de publication, donc j'avais plus tapé sur mes awards, mais il n'y a pas que les awards. Il y a aussi d'autres. La présence. Ouais, il y a Et aussi c'est la quelque, présence. et c'est quelque chose que tu dois à ton entreprise? C'est-à-dire que si tu te fais virer, il se passe quoi? Pour mon visa, tu veux dire? Ouais. Alors, le O1, il est assez cool parce qu'il est transférable très facilement. Donc, tu peux passer d'une entreprise à une autre. Mais il est quand même, la condition sine qua non pour avoir un O1, c'est quand même que tu sois rattaché à un poste. Une Et entreprise. c'est pour ça que j'avais si peur au moment du Covid. Covid, parce que si je perds mon poste, je perds mon visa. J'ai Parce que que le 2 mois. visa, il est renouvelable tous les ans à une date anniversaire? Il est renouvelable tous les 3 ans, les premières années. Et là, en ce moment, enfin, c'est un peu compliqué. Il est soit renouvelable tous les 3 ans, soit renouvelable tous les ans. Parce que s'il est renouvelable tous les 3 ans et que tu perds ton taf, au tout début, tu as 3 ans pour en retrouver un? Ou il te Non, tu as 2 détecte mois. tout de suite? Tu as 2 mois et après, il te l'annule. C'est-à-dire que ton entreprise signale le fait que tu ne travailles plus chez toi et ça, c'est répercuté au niveau de l'immigration. Et là, Ouais, tu une horloge au-dessus de la tête. ouais. D'accord. Et ça, du coup, c'est un élément de pression pour une entreprise de te dire on te fait sauter et du coup, tu es obligé de filer droit ou c'est pas du tout Ah non. un levier? Non, en fait, ce qui est pas mal dans les entreprises ici, en tout cas dans celles où j'ai bossé, c'est que les RH sont vraiment très, très, très séparés de tout. Enfin, ce qui se passe du côté des RH, t'en entends jamais parler, tes décès en entendent très peu parler. Donc, si tu veux, ils sont pas du tout dans la cuisine, heureusement, D'accord. t'imagines. Bah, c'est jamais. Ok. Dans quel pays ça arrive, ça qu'on te pressionne avec ton visa, quel enfer. Euh, dans des pays d'Asie, par exemple. Sympa. Euh, tu parlais pas t'as pas parlé, même si c'est compliqué, tu disais de se faire recruter, imaginons que ce soit le cas. Les juniors, ils s'attendent à quel salaire? Junior, je pense que c'est Ouais, 80. Soit entre. 80, Ouais. quelqu'un qui sort de l'école, même d'une école américaine, et qui commence un taf ou qui a 1 an d'expérience, c'est à peu près 80 000 euros. Je pense que ça doit être entre 60 et 80. Ouais. Ok. Pas en proportion gardée de Ouais, ouais. tout le coût de la vie, mais si quelqu'un demande un salaire en junior, il faut qu'il s'attende pas tellement à moins que ça, quoi. Mais je pense en revanche que si t'as pas un passeport américain, donc là on parle à des Français, donc s'ils n'ont pas la double Bien sûr, nationalité, ils peuvent. Ça va être très compliqué d'arriver en tant que junior à New York. ouais, bien sûr. Mais si pour une quelconque raison Ouais, ça 60, arrive, 80. Et et puis tu c'est peux être embauché tu peux être pris en tant que stagiaire? Enfin, heu, on n'a pas du dans tout la culture des non. stagiaires ici. C'est quoi le process? C'est quoi les écoles déjà, tiens, à New York de pub? Ben, les seules que je connaisse, en tout cas celles de, qui sont les pools massifs pour les agences ici, c'est vraiment toutes les Miami High School. Donc, je pense que tu en as une à New York, tu en as une à Miami, tu en as une à San Francisco. Enfin, je sais plus exactement où, mais maintenant, c'est devenu un peu une franchise. Donc, c'est Miami High School, ouais. Et eux, leur format, c'est d'envoyer quoi? C'est de l'alternance, du stage pour une expérience pro? Ou tu Écoute, vois jamais j'ai très peu de d'étudiants? souvenirs d'avoir vu des stagiaires. Je crois qu'on a j'ai déjà vu des stagiaires l'été, peut-être pour 1 ou 2 mois, mais dans nos formats à nous, on est resté 1 an stagiaire chez BETC ou 6 mois. J'ai pas du tout. Toi, Et puis, quand tu vois des étudiants et des juniors, c'est directement des gens embauchés qui sont là tout le temps? ouais, OK. ouais, ouais. Et il y en a pas tant que ça, pour être honnête. En tout cas, chez BBDO, il y en a beaucoup moins qu'il fut un temps chez BETC. Toi, chez BBDO, tu t'occupes de quoi? Écoute, je viens juste de prendre une toute nouvelle responsabilité, d'avoir mon propre compte avec ma partenaire qu'on dirige complètement. Donc je m'occupe d'une marque qui s'appelle Botox, que vous devez sûrement connaître. Les produits pharmaceutiques? C'est pharmaceutique, ils essayent d'être beauté maintenant, c'est un peu compliqué. Et avant ça, j'étais dans le groupe de Danilo Bor et Marcos Kotlar, qui sont maintenant CCO chez Ogilvy. Ils sont partis pendant le Covid.
Et on bossait pour eux, on travaillait sur Bacardi, sur GE, sur Macy's. On lead aussi Saint-Germain, qui est une petite marque d'alcool français. Je ne sais pas si tu la connais, Greg, mais on est aussi en DC là-dessus avec Marjorie, ma DA française. C'est-à-dire, tu l'as rencontré comment, Marjorie? Je l'ai rencontrée chez BBDO dans mon groupe. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à être mis en pair avec un DA, surtout aux États-Unis. Je trouvais qu'on me mettait à chaque fois avec des graphistes qui ne savaient pas vraiment faire de la direction artistique comme je la connaissais et du craft comme j'y étais habituée. Et puis, il y avait Marjorie dans le même groupe que moi. On n'était pas en pair, on travaillait pas ensemble, mais on a commencé à jouer aux jeux vidéo ensemble. À quoi? On jouait à Counter-Strike ensemble. Et puis on est devenus potes et j'ai été voir mes boss en leur disant je veux elle et personne d'autre, et on s'est mis en paire, et ça marche super bien parce qu'on vient de la même école. Elle a été l'assistante de Verhoeven pendant, je sais pas, 8 ans. Verbruggen? Verbruggen, pardon. Bah, elle peut être dans le cinéma, mais j'imaginais bien que c'était Verbruggen. Elle était chez Marcel ou c'était Elle était chez Marcel et ensuite chez TB. Elle l'a suivi chez TB ici, à San Francisco et à New York. Et puis elle est partie chez BBDO et voilà. Et donc on a commencé à bosser ensemble et ça se passe super bien parce que il y a ce truc d'école française et de d'amour pour le référence craft, de référence, et aussi d'amour pour le craft. pour le craft? D'accord. Ouais. D'ailleurs, Verbruggen, il devient quoi? Actuellement, il fait quoi? Tu sais? Il est passé. Ah oui, maintenant il fait de la pharma parce qu'en fait les Américains ils comprennent que la pharma c'est le seul endroit où tu as des clients qui ont envie de s'amuser, de faire des prix et qui ont énormément d'argent. Donc il y a quand même un peu moyen de s'amuser. Donc lui, je sais Oui. qu'il s'est complètement spécialisé là-dedans. En France, c'est pas encore trop une catégorie, mais il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, tu as vraiment des agences de pharma, des agences créatives où il y a effectivement beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs une catégorie à Cannes, le pharma. Ouais, Et du coup, il est là-dedans. Dans un réseau, une agence? je Ou sais pas. pas? Ok. Franchement, je sais pas. Je sais plus si non. Je sais qu'il est plus chez TB, mais je sais pas exactement. Ok. Et du coup, tu es en team avec Marjorie, et du coup, c'est un team de décès. Tu citais des budgets tout à l'heure, c'est beaucoup de budgets dits filles, on va dire. Bah, Bacardi, non. Saint-Germain non plus. GE, c'est General Electric, donc pas trop. Macy's, oui. Et quand on nous a mis sur Botox, on a fait la gueule. On a appelé directement des chasseurs de tête. Vous voulez partir? En fait, on a demandé, quand nos deux boss sont partis, on a demandé plus de responsabilité à David Lubars, qui a été enchanté par notre demande. Apparemment, les gens n'ont pas beaucoup d'ambition dans les agences aux États-Unis. Et puis on lui a envoyé un mail un peu couillu, et donc ça lui a beaucoup plu. Et le premier sujet sur lequel il a eu une dispo, c'était là-dessus. Donc on a hérité d'un bébé qui était en train de couler après un pitch sans strat. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et puis ouais, Marge et moi, on n'était pas contentes parce qu'on voulait pas être catégorisé filles, on voulait pas un budget pharma beauté. Enfin, je me suis dit, c'est la mort. Ma carrière est foutue, quoi. Et en fait, on est en train d'en faire un truc cool, donc ça va être marrant. Je suis contente. Et puis, c'est un gros paquebot c'est un gros paquebot à conduire. C'est un gros challenge. Ça fait peur tous les jours, et ça, c'est pas mal aussi. Parce que créativement, je t'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de challenges à New York. Donc, il faut trouver ces challenges ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de change, c'est-à-dire dans la publicité ou en soi? Dans la publicité, je trouve qu'on avait une vision beaucoup plus artistique et créative en France que, que ce que c'est aux États-Unis. C'est beaucoup plus dur aux États-Unis, spécialement dans les grosses agences. Peut-être chez Translation, j'étais entourée un peu plus il y avait beaucoup plus de passion, de références culturellement, c'était beaucoup plus intéressant. Chez BBDO, c'est quand même beaucoup moins, quoi. C'est très marketing. Tu veux dire que c'est des gens qui sont là plus pour résoudre le problème du client de manière très efficace, qu'il n'y a pas Ouais, beaucoup d'essais de changer les choses ou d'amener une vision un peu originale? ouais, il y a ça, il y a la peur du client, parce que je pense que contrairement à la France, il y a beaucoup moins cette culture de créer
une relation sur le long terme avec tes clients. Encore une fois, ma référence en France, c'est BETC. Et BETC a vraiment quelques clients qu'ils ont depuis historiquement. Je sais qu'ils viennent de perdre Air France, donc j'imagine que le monde change pour tout le monde, mais c'est vrai que quand tu as entretenu une relation de confiance avec un client depuis si longtemps, tu peux vraiment le pousser très loin. Aux États-Unis, j'ai l'impression que les clients font un peu de la girouette, ils passent d'une agence à une autre, et du coup, ce qui crée une ambiance beaucoup plus tendue du côté des agences, et tu as beaucoup moins envie de prendre de risques avec tes clients. Et puis le deuxième problème, c'est aussi les gens qui nous entourent. Je trouve qu'en France, on était quand même entouré par des grands créatifs et des gens qui nous donnaient envie de devenir eux. Tu vois, je travaillais avec Damien Bellon, avec une Florence Bélisson, entourée par des Dominique Marchand, Patrice Dumas, etc., etc., par des gens qui sont des grands créatifs au-delà de la simple publicité, quoi, Ouais. de notre industrie. Ok. Il y a beaucoup moins ça aux États-Unis. Je pense que quand tu as la fibre artistique, tu vas pas dans la pub aux États-Unis. D'accord. Juste pour revenir sur cette histoire de filles et de budget filles, c'est quoi la place des filles et de manière plus générale de la femme à New York et spécifiquement dans la pub? Écoute, il y en a pas tant que ça. Dans les jeunes, il y en a beaucoup plus, mais je dirais 40-60 ans, il y a beaucoup moins je trouve qu'il y a beaucoup moins de femmes. Ça, c'est sûrement un truc culturel qui est en train de shifter, donc j'espère que les prochaines générations de seniors seront un peu plus mixtes. Mais je trouve aussi qu'il y a il y a quelque chose de très apaisant en fait dans la culture américaine, qui est que il y a pas de culture de copinage, et du coup on va pas se rejoindre dans les bars pour boire des verres et pour écouter les blagues salaces des uns et des autres, et ça a pas du tout d'influence sur ta carrière dans l'agence. Donc je trouve que pour une femme c'est beaucoup plus confortable, hein. C'est beaucoup plus respectueux. Et est-ce qu'il y a aussi, d'une manière plus élargie à New York, un confort d'existence? On dit souvent que les femmes peuvent s'habiller n'importe comment à New York, on ne leur fait pas remarquer d'un point de vue Ouais, positif ou négatif. ouais, complètement, Il y a complètement. moins ce sentiment de harcèlement ou de regard porté sur tes faits et gestes. Complètement, mais ça, je pense que c'est aussi la culture latine qui est comme ça, hein. On a le sang chaud en France, et la culture méditerranéenne en général. Aux États-Unis, ça reste quand même assez puritain. Après, ce qui est marrant avec New York, c'est que c'est vraiment pas du tout la culture américaine, donc je sais pas trop d'où ça vient. C'est tellement un melting pot de toutes les cultures du monde, New York, mais je pense que du coup, cette espèce de melting pot fait que les gens ont un esprit de base très très ouvert et très. Donc, tu as des fous partout. Enfin, tu peux ça peut aller du moine tibétain au punk japonais. Tu vois, dans le métro, tu n'es plus surpris de voir quoi que ce soit. Rien ne te surprend. Donc une nana à moitié à poil, ça te surprend presque aussi peu que tout le reste. Ouais. Donc, je pense que oui, il y a quelque part un truc de et c'est pas blasé pour autant, mais juste, il y a pas de surprise dans l'écart, quoi. Tu L'écart, s c'est la norme. Ouais. Donc pour les femmes, je sais pas si c'est lié, mais tu as un peu ce phénomène-là. Et puis, ouais, tu as vraiment moi, j'ai jamais eu peur de prendre le métro tard, j'ai jamais eu peur de marcher tard dans la rue, quelle que soit la façon dont j'étais habillée ici, alors qu'en France, c'est une autre histoire, ouais. OK. Tu parlais tout à l'heure du mail couillu que vous aviez envoyé. Est-ce qu'il y a ce point, de caractère, français ou latin, de franc-parler versus, une politesse exacerbée qui frise la diplomatie aux États-Unis? Est-ce que Ouais, complètement. ça existe? Ouais, complètement. J'adore en jouer. Du coup, je dis fuck dans toutes mes réunions. Mais c'est même pas que j'en joue, c'est vraiment complètement naturel. Je pense qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être filtré en France, peut-être moi encore moins. Tu me connais, Greg. Mais
Et Madea est un peu plus timide que moi, mais elle est tout aussi honnête et elle est tout aussi vraie. Donc, je pense que c'est même pas juste un truc de personnalité, c'est un truc de français. Et c'est, pour eux, c'est comme c'est vraiment c'est rafraîchissant, je pense. C'est pas mal perçu? Pas du tout. C'est perçu français. Du coup, ça passe, vous avez pas eu de problème par rapport à ça? Les gens se font pas virer juste parce qu'ils se sont énervés en réunion? Ou crier? Euh, Ou parce que vous êtes 2 Françaises, vous avez une espèce de contexte qui fait, que les gens l'acceptent? Mais c'est pas je le cas de quelqu'un d'autre? pense que ça a été plus difficile dans ma première agence. J'ai eu beaucoup plus de friction avec mes décès parce que j'étais conflictuelle. J'avais pas peur d'être dans le conflit, comme on l'est en France. Du coup, ça a été un. J'ai eu, j'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal de retombées. Je crois il y a des commerciaux qui étaient allés voir les RH à propos de moi, de mon comportement, etc., etc. Et ça m'a fait pas mal me remettre en question aussi parce que j'ai profondément pas du tout envie que mes équipes se sentent mal à l'aise avec moi. J'ai pas du tout envie d'être méchante ou envie d'être perçue. J'étais juste passionnée par le boulot et j'avais pas du tout, tu vois, donc c'était pas. Je trouvais ça complètement, au final, contre-productif d'être comme ça, en tout cas d'être trop confrontationnelle, d'être trop irritante pour les gens. J'avais pas envie d'être irritante. Donc je me suis calmée. J'ai baissé Tu es de. redescendu d'un niveau mais tu restes Ouais, pour les Américains complètement. Et j'ai quand même, baissé de 5 octaves. Donc, du coup, je concentre ma fantaisie française différemment maintenant. Je pense que c'est devenu plus rigolo que ça n'est devenu. pénible. D'accord. Là, on est, le 1er décembre, donc ça, il y avait Thanksgiving il y a pas longtemps chez vous. Je mets Ouais. un petit contexte de si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, on est à début décembre. Hem, Parce que du coup, tu me disais que comme il y avait Thanksgiving, tu avais du temps, on pouvait se voir et cetera. Hem, le volume d'horaire de travail, ça représente quoi à New York? Une journée type de Gabrielle? En ce moment, c'est un peu intense. Je pense que depuis le confinement, c'est devenu un peu intense. Le problème, c'est que les gens te textent jusqu'à 23 heures, quoi. Il y a plus trop la limite de je pars du bureau, j'ai une vie, salut. Les gens savent que tu n'as pas de vie après le travail. Surtout quand tu es célibataire et que tu n'as pas de gosse, les gens savent que tu n'as pas les devoirs de l'un et de l'autre à aller faire. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de limite. Donc là, j'essaye vraiment d'instaurer ça dans mes équipes, de leur dire, et même moi de le faire, de ne pas envoyer des textos à ma prod à 23 heures parce que je viens d'avoir une illumination. Donc, ça, c'est un vrai problème, je trouve, depuis le confinement. Je ne sais pas si vous avez le même en France. Mais sinon, les journées types, je dirais qu'on continue à se lever tard avec Marjo. Peut-être que c'est un peu l'habitude française, mais moi, j'aime bien commencer mes journées à 10h30, 11h et pas avant. Et puis, ça dépend. Si on a beaucoup de boulot, ça peut finir à 21h. Si on n'a pas beaucoup de boulot, ça peut finir à 5h. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas. Depuis que j'habite aux États-Unis, ça n'a jamais été vraiment régulier. Et l'année dernière, c'est avant le covid, on va dire en décembre, c'était quoi les horaires de bureau moyens des créatifs? Bah, ça dépend encore une fois de si t'es bon, je dirais quand c'est relativement calme, normal, c'était genre un 10h, 10h, 5h. 10h-17h OK. Ouais, presque un 9 to 5, mais Ouais, parce qu'il y a ce truc-là très connu qui existe pas en France du, 9h, 5h, 9h du matin, 5h du soir, 9 to 5. Vous finissez pas plus tard en moyenne? Le non, 19h, c'est pas un horaire de fin de journée, standard, non, non, c'est pas standard. 19h, c'est vraiment quand ça commence à être un peu lourd, hein, quand les journées commencent à être un peu lourdes. Mais on prend pas du tout de pause déj. c'est-à-dire pas du tout? On bouffe à notre bureau. On va chercher un sandwich qu'on mange au bureau pendant qu'on travaille, quoi. Vous vous asseyez pas à table dans un resto? On s'assied pas à table, c'est pas du Attends, tout. excuse-moi 2 secondes. Ouais, donc on a une petite interruption, donc on va reprendre, sur le sandwich et la pause déj. Donc pas de pause déj, Pas de vous pause n'avez pas l'habitude, comme en France, de vous asseoir dans des restaurants à déj. table et faire 1 heure de discussion, diverses et Non, variées, entrées, on plat, n'a dessert? pas l'habitude. Alors c'est drôle parce que on bosse beaucoup dans la pub, on bosse beaucoup avec des Brésiliens parce qu'il y a une énorme
migration de Brésiliens qui viennent faire de la pub aux États-Unis. C'est une grosse industrie au Brésil, la pub. Comme tu peux imaginer, il y a quand même beaucoup de grosses agences qui font beaucoup de prix de Sao Paulo tous les ans. Et donc, on en a pas mal autour de nous, des Brésiliens. Et eux, ils ont la même culture. Ils prennent 2 heures de pause normalement. Ils vont dans des restos pour bouffer entre collègues. Donc, on est tous un peu malheureux là-dessus. Mais je pense qu'en même temps, ce qui est pas mal, c'est que t'as tellement pas la culture de copinage, comme je disais tout à l'heure, que du coup, tout est très pro. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus efficace de juste bouffer ton sandwich devant ton ordi et de pouvoir te casser à 5 heures que de prendre 2 heures de pause et de rester au travail jusqu'à 7 heures. Je pense que ça amuse personne. Donc, ouais, Ok. c'est pas du tout dans la culture. On a des réunions, moi j'ai des réunions sans interruption pour déjeuner, parfois de 11 heures à 15 heures et je suis là dans Ah, ça a coupé. T'as frisé. c'est pas du tout pris en compte dans ta journée. Ok, tu disais les Brésiliens, il y en a beaucoup. J'imagine qu'il y a eu un succès de la publicité brésilienne à l'époque. Je crois que les premières fois que j'en ai vu beaucoup entendu parler, c'était avec la campagne de Dove, le film Dove, où il y avait un mec qui dessinait les portraits des femmes. Euh, Mhm. Est-ce que tous les Brésiliens qui sont là, c'est souvent des gens très talentueux, très crafteurs, très canois dans leur démarche? Ouais, vachement. Ils Et sont on fait très, venir ce profil-là? ouais, complètement. Ils sont très. Moi, mes deux ex ECD étaient brésiliens et tous mes DA étaient brésiliens jusqu'à Marge, aux États-Unis en tout cas. Euh, et mes deux ECD étaient très, très Howard driven. Oriented? Ouais, ouais. Et Et c'était assez insupportable. Moi, je trouvais que j'étais trop. Parce qu'ils sont prêts à faire des trucs qui ont pas vraiment d'importance pour les vrais gens, juste pour avoir des Howard à Cannes. Et c'était pas ma culture. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai grandi dans la pub. Et c'est quoi la proportion, du moins chez BBDO, d'Américains, ou de New-Yorkais d'origine et de migrants comme toi ou les Brésiliens l'êtes? Alors, chez BBDO, c'est difficile pour moi de te répondre parce que c'est tellement grand que je me rends pas compte. Chez Translation, en création, on devait être 30 créas. Je pense qu'il y en avait 2 qui étaient américains. À ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, parce que comme je te dis, aux États-Unis, c'est bizarre, hein. Déjà, je C'est la vais porte d'entrée. je vais pas rentrer dans du bashing d'Américains, mais je pense que c'est pas la culture la plus créative au monde. Mais bon, ça, on pourra en parler dans une autre discussion. Et je pense que les gens qui sont vraiment très, très arty et qui ont ce goût pour la création, ils vont pas dans la pub parce que c'est une vie qui est tellement. Je pense que c'est parce que le capitalisme est tellement exacerbé à New York et aux États-Unis que du coup, ça devient presque une question politique de faire de la pub, D'accord. ce qui n'est pas du tout le cas en France. Mais ce qui est étonnant, parce qu'on a toujours cette image de l'Amérique des années 60, des Mad Men qui ont, et même un peu avant, qui ont été les pionniers de la communication visuelle sous une nouvelle forme, où tout le monde cite l'époque Bernbach en gros, mais pas que. Mhm. Et où à l'époque, je pense qu'il y avait très peu de migrants, même s'il y a toujours eu le graphiste italien, le machin, mais globalement, enfin, le, ce que New York est, on va dire, la porte d'entrée qui accueille effectivement beaucoup de nationalités depuis des générations, fait un melting pot. Les États-Unis étant eux-mêmes historiquement des migrants européens. Mais, euh, mais sur ce truc de faire rêver, il n'y a pas ce truc-là à New York qui fait rêver tous les New-Yorkais de travailler dans la pub Non, je te jure que beaucoup moins, je pense, depuis. depuis les GAFA? Je sais pas. J'ai du mal à. J'ai peur de te dire une connerie. Je pense que j'ai pas suffisamment de visibilité sur le passé pour pouvoir te dire depuis quand exactement, mais en tout cas, l'état des choses étant que je vois bien qu'il n'y a pas énormément d'Américains dans les équipes créatives. Même chez BBDO, il y a, ceux que j'avais en tête en pensant américains sont en fait ont grandi en South Africa. Donc c'est même pas le cas. T'as beaucoup d'Australiens, t'as beaucoup d'Européens.
Moi, j'ai bossé avec des mecs qui venaient d'Amsterdam, avec des Allemands, avec des Anglais, beaucoup de Brésiliens. Non, je te jure, je pense que vraiment les plus grosses agences à New York sont quand même remplies d'expats, hein. d'Européens et de... Ouais, parce qu'on on a encore cette passion pour la pub, alors que je pense que c'est beaucoup plus désenchanté pour les Américains. Ouais, c'est intéressant. Et dans les commerciaux et les strates, etc., tu as beaucoup plus d'Américains pour le coup, mais ils ne sont pas du tout au niveau de nos commerciaux et de nos strates français. La plupart de nos strates chez BETC, de nos commerciaux venaient de grandes écoles. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Tu n'as pas du tout du Ivy League dans les agences de pub. Donc, ça te parle bien de cette espèce de désenchantement de cette industrie. Ouais. Et tu le vois dans la production d'ailleurs, hein. Tu le vois dans les boulots qui sont faits. C'est quand même le niveau n'est pas celui qu'il était, et pas celui qu'il était dans les années 80 même. Et quelle est la part de publicité à New York, aux États-Unis? C'est-à-dire, c'est la capitale de la pub américaine, New York, ou en fait, il y a une grosse activité publicitaire à Miami, Seattle, Portland, Los Angeles? Je pense que New York, c'est la capitale. Je pense que Los Angeles, c'est pas très loin derrière. Maintenant, il y a San Francisco aussi qui commence un peu parce que tu as t'as toutes les boîtes de tech. Et Portland, c'est juste Wyden, c'est énorme, mais c'est juste parce qu'il y a C'est Wyden. localisé. Euh, Chicago, hein, il y a quelques-uns. Mais alors après, quand tu vas, le truc, c'est quand tu vas. LA et New York, je pense que c'est les deux seuls qui sont plus globales. Au À marché Chicago, international, des marchés mondiaux internationaux. Tu veux dire qu'après, c'est ouais, des et agences puis des régionales. marchés nationaux aussi, alors que quand tu vas à Chicago pour faire de la pub, ça commence à devenir un peu plus local. Je D'accord. travaille plus pour des entreprises qui sont de Chicago, pas forcément pour des marchés. Pour la région Nord. Ouais. Donc Ok. c'est surtout de toute façon, c'est surtout coastal, quoi. Et Coastal. Tu veux dire euh, entre Los Angeles et New York? New York, ouais, Los Angeles. Miami, je sais pas. J'en ai pas beaucoup entendu parler. J'entends beaucoup parler d'agences par mes chasseurs de tête qui viennent toujours me demander est-ce que ça te dirait de déménager à Seattle, San Francisco. Parce que là, tu as encore constamment des gens qui te démarchent pour d'autres postes. Ouais. C'est quelque chose que tu gardes au cas où, que tout le monde fait, ou c'est pas, où tu leur dis à un moment donné, stop, j'ai une boîte, j'ai pas besoin de changer. Les gens bougent beaucoup, beaucoup d'agences aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. C'est beaucoup plus dans la culture ici. Tu restes. Là, j'entame ma 3e année chez BBDO. En février, je vais commencer ma 3e année. Si j'avais pas eu un challenge aussi gros que tout à coup, je deviens ici d'un énorme truc, hein, sans le titre évidemment, mais en tout cas, cette responsabilité qui est énorme, je pense que je serais partie depuis longtemps. Puis Covid a fait que j'ai pas pu partir. Mais les gens, d'une manière générale, restent je dirais 2 ans, 3 ans dans une agence et puis bougent. C'est aussi comme ça que tu montes de salaire, c'est aussi comme ça que Toi, tu as monté de salaire, parce que tu nous parlais de ton salaire quand tu es arrivée jeune française, enfin française à New York, mais maintenant, c'est plus le cas. c'est Tu as plus le cas. valorisé tout ça, et ne serait-ce Ouais. qu'en passant sur Botox, tu as revalorisé ton salaire? Je vais le revaloriser bientôt parce que je vais passer à un titre de creative director et plus de associate. Et c'est Creative. automatique, c'est des grilles, tu as ce poste, tu as ce salaire? C'est pas, c'est pas automatique, malheureusement. Ah oui, si, pour les postes et salaires, oui. Oui, oui, bien sûr. Mon premier jump de salaire, je l'ai fait chez Translation après 1 an. C'est-à-dire Parce- de revaloriser ton ouais, salaire par rapport à ton boulot? Ouais. ouais. Et ensuite, je l'ai fait quand j'ai bougé chez BBDO et j'ai pas eu d'augmentation depuis. Mais là cette nouvelle position que je suis dans laquelle je D'occuper? suis en train de m'installer va faire un nouveau jump. Là mon salaire décidé, c'est le haut de la grille, hein. Donc, c'est ce qui est aussi une position très dangereuse pour moi parce Parce que je que suis facilement. parce que tu fais partie des quand tu prends les décidis, tu fais partie des mieux payés. Ouais, du coup, je fais aussi partie de ceux qui virent le premier. Enfin, je Oui, suis dans oui, une bien sûr. position dangereuse. J'ai failli me faire virer 2 fois pendant le Covid. J'ai appris ça quelques semaines après. Mais mes boss m'ont appelé pour me dire que les RH avaient voulu me virer 2 fois. Tu avais proposé ton nom dans la liste des plus payés, et oui, tu avais défendu. Il y avait uniquement mon nom dans la liste pendant. C'était une liste de un post-it, il est marqué Exactement. Gabi. Voilà. D'accord, et du coup, vaut mieux vite passer DC, prendre plus d'argent et devenir la moins bien payée des DC, quoi. Exactement.
Et les filles sont moins payées que les garçons au même poste? Non, Ou non, pas du tout. d'accord. Non, non, ils font vachement attention. Tu sais, c'est très, tout est très à partir du moment où tu as une grosse crise existentielle dans la société, comme il y a eu avec MeToo et comme il y a eu cet été avec Black Lives Matter, je pense que tu as une vraie pression sur les entreprises pour faire en sorte que les choses se Ouais, rééquilibrent. tu sais, en France, tu peux avoir des scandales, des trucs, pour autant, ça bouge pas beaucoup ou alors très lentement. Ça a Ah, l'impression que ça a bougé plus vite aux États-Unis j'en sur suis ces très, questions. très, très confiante, mon cher ami. Et c'est pour ça que la France, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis partie. Mais aux États-Unis, c'est pour ça que je te dis, aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Les entreprises ressentent beaucoup plus de pression sur l'opinion publique. Les questions qui touchent l'opinion publique et ces espèces de questions morales, sociétales. Et donc, du coup, tu le ressens beaucoup, beaucoup plus. Je me suis la première semaine où je suis arrivée chez BBDO, j'ai eu un stage une espèce de workshop sur le harcèlement. Et si tu savais les choses qu'on n'a pas le droit de dire à nos collègues, tu peux pas dire à à une collègue que sa robe lui va bien. C'est considéré comme du harcèlement. Donc tu peux penser que c'est un peu extrême, mais au final, ça crée Ça vraiment permet d'avoir un un rééquilibrage. de limiter tous les débordements possibles, quoi. Ouais. Du coup, il y a aussi le fait qu'en ce moment là, pour être une femme aux États-Unis, c'est quand même un gros avantage. Être une minorité en général aux États-Unis, c'est celle-là encore plus parce que les agences ont envie de changer d'image et de plus être dirigées par des leaders qui sont des hommes blancs. Donc il y a vraiment beaucoup de recrutement dans ces minorités-là, ce qui est bien. OK. Et on parle du coup d'argent, d'horaire de journée. Est-ce que tu as des vacances? Pas beaucoup. J'ai C'est-à-dire? 3 semaines. 3 semaines annuelles, comprenant Ouais. après des jours à droite à gauche, des congés, maladie et compagnie? Les congés maladie, je crois que tu en as 5 dans l'année et les congés personnels, je crois que tu en as 5 aussi. Donc tu as quasiment 5 semaines? Ouais, mais au final, Il tu faut pas prends être pas tes malade. congés maladie pour partir en vacances, quoi. C'est C'est pas sérieux, c'est vraiment transférable. fait. D'accord. Donc tu as la semaine de Noël parce que l'agence ferme et tu as 3 semaines et puis après tu prends des jours perso par-ci par-là, mais tu veux pas non plus prendre une semaine de vacances en jour perso. C'est pas transférable. OK, et Jour les perso, gens prennent leur semaine de vacances? Ou en plus, les gens le prennent pas et c'est mal vu, les gens prennent pas. Moi, mon ancien boss me regardait trop mal à chaque fois que je voulais prendre 2 semaines à la fois, ça me rendait folle. Donc non, moi je m'en fous, je suis française, ça me permet, tu vois, ça fait partie du moment où j'adore être très Frenchy. Je vais prendre mes vacances et je vais en avoir rien à foutre et personne ne va m'envoyer de message pendant ces vacances. Ça, c'est vraiment le sacre-saint français qui n'est pas tant respecté que ça aux États-Unis, tu vois. Quand et tu tu prends bouges? Tu visites les États-Unis du coup? Ou tes vacances, tu les passes plutôt à rentrer en France ou visiter l'Europe? j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai essayé de faire les deux. En fait, ce que je fais souvent, c'est que pour pouvoir rentrer en France, je prends des grands week-ends. Ils ont pas mal de gros week-ends aux États-Unis. Il y a pas mal de ponts, de jours fériés. Donc, je vais profiter d'un Thanksgiving de 4 jours et rajouter peut-être 2 jours en plus pour rentrer une semaine à Paris. Et puis ensuite, prendre des vacances au Mexique ou en Amérique latine, ou voyager. Et tu voyages dans les terres Ouais, j'adore. Bah, américaines? le Mexique, c'est génial, hein. C'est pas vraiment les terres américaines, le Mexique. Je pensais que quand tu disais dans les terres, c'était dans Dans les les terres dans les américaines. terres, dans les terres américaines, tu vois, entre New York et Los Angeles, tu vois, tout ce qui se trouve entre les 2? J'ai fait des petits road trips. Ouais, je suis partie, j'ai visité l'Utah, j'ai découvert les Mormons, c'était pas mal. Parce que Euh, du coup, tu commences à avoir un salaire conséquent en ratio de ton loyer, même si c'est, proportionnel à la vie qu'on a, mais en célibataire, il y a moins enfin, sans enfant surtout, tu as moins de maladies, école et cetera. Tu fais quoi du coup de ton argent? Il y a un projet, il y a un truc? j'essaye de mettre de côté. Depuis le Covid, j'ai compris ma leçon. Avant, c'était je sais pas. C'est les questions que me posent tous mes amis. Qu'est-ce que tu fais de ton argent, Gabriel? Ouais, sous-entendu, tu l'utilises et tu fais pas attention ou tu sais que tu as, X milliers d'euros sur un compte en banque, prévu pour un certain projet et cetera? Ça veut dire?
Ou, Je commence à être un peu plus adulte avec mon argent, mais je t'avoue que pendant très longtemps, j'ai été complètement non, mais irresponsable. jusqu'alors, tu le dépenses, au quotidien, quoi. Enfin, tu ne Ouais, gardes pas d'argent, quoi. Ouais. non, mais ouais, ça fait partie de mes projets 2021, mettre de l'argent. Et est-ce que, il y a le projet de quitter, New York? Écoute, je sais pas. C'est une question qui revient tous les 6 mois et qui est toujours un grand débat dans un grand débat existentiel. Je sais pas. Je suis pas aussi heureuse créativement que je l'étais en France. Je m'amuse pas autant. J'ai pas, j'ai, j'aime bien quand les attentes des gens autour de moi sont très hautes et qu'il faut les rencontrer et qu'il faut faire du vrai beau travail, ce qui est pas vraiment le cas Tu bien ici. que ce soit exigeant. Tu fixes plus tes exigences toi-même que donc et puis tu te bats beaucoup plus pour arriver à des résultats bien moins intéressants. Mais la vie à New York est passionnante parce que c'est une ville dans laquelle tu vas rencontrer des gens complètement différents de toi tous les jours et ce melting pot, ça rend vraiment, vraiment la vie extrêmement excitante. T'es jamais, il n'y a pas de routine du tout, il y a pas de normal, il y a pas tous toutes les structures sont complètement explosées à New York. Donc quand t'es un aventurier comme moi dans la tête très 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 profondément, pas du tout. Je vais pas faire du camping, mais j'adore rencontrer des gens différents. C'est un autre genre d'aventure. C'est très difficile pour moi de m'imaginer retourner en France dans une espèce de monotonie un peu plus marquée par l'école de la République. On a tous étudié aux mêmes endroits, on vient tous des mêmes valeurs, etc., etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez passionnant Ouais, et puis il faudrait que tu divises ton salaire par 3 hein, si tu rentres en France, minimum. Ouais, mais ça me dérange pas tant que ça, au final. Ouais. Ça me dérange pas tant On que ça. verra si déjà tu as pas beaucoup d'argent d'économie, si tu divises par C'est pas le. Ouais, mais bon, non, mais tu t'adaptes avec la vie, tu locale, quoi. t'adaptes, exactement. J'étais très heureuse en France avec mon petit salaire, hein. Ouais, Tu bien sûr. t'adaptes. Mais tu t'adaptes aussi au grand salaire très facilement. C'est une fois que tu as des draps en lin, c'est plus difficile de revenir, sur des couettes IKEA, tu vas voir. Et Exact. on n'a pas cité trop d'agences, américaines, mais j'imagine beaucoup new-yorkaises, mais pas que. Les agences qui font un peu rêver, tu peux citer quelques noms? Enfin, ou celles du moins, si quitte à aller à New York, vaut mieux commencer là-bas ou c'est là que c'est le plus cool? Quitte à envoyer un CV en ce moment? Ouais, alors, je pense que BBDO, c'est une très bonne école. Euh, c'est une très bonne école parce que c'est une très très grande agence et que tu peux trouver ton. C'est un peu comme un BETC, si tu veux, si tu arrives un peu à slalomer et naviguer, tu peux trouver les projets dont tu as envie, te rapprocher des personnes qu'il faut et faire du bon boulot. Ils ont un niveau professionnel. Enfin, on te demande beaucoup plus en tant que créatif que ce qu'on me demandait en France. Vraiment, il faut écrire ses propres 50 slides de deck soi-même, construire sa strat soi-même, etc., etc. Tu as beaucoup plus de. Euh, Finalement, on te forge plus à être un leader ou un manager. Manager? Donc, Ce ça, qui est c'est pas le cas en intéressant. France, vraiment, ouais. Ce qui n'est pas vraiment le cas en Du tout. France. Alors qu'ici, c'est vraiment assez overwhelming à quel point c'était demandé de nous. Donc ça, je dirais que pour un créatif, c'est quand même une expérience extrêmement intéressante. Et puis ça reste BBDO, ils ont quand même, je sais pas, trois des cinq dernières années Grand Prix à Cannes. Donc il y a quand même des budgets sur lesquels ils arrivent quand même à faire des très belles choses. Je dirais Wyden, toujours Wyden, évidemment Wyden. Wayne Kennedy Ouais, à New Wyden, York. à New York, ils arrivent quand même à faire des trucs pas trop mal. Droga 5, j'imagine. Droga 5, j'en ai tellement entendu du mal, d'or. De la vie là-bas ou de la qualité créative? Non, je pense qu'en qualité, ils arrivent à faire des trucs bien, mais quand même que dans ta vie en tant que créa, tu fais pas tout le temps des trucs bien. En tout cas, tu sors pas beaucoup de trucs. OK. Et je crois que c'est vraiment sweatshop, quoi. Que tu vas bosser, on va te presser comme un Sweat, citron. sweat comme la transpiration. Ouais. Et du Je coup, traduis, hein, parce que non pas que je comprenne pas, mais je non, sais mais qu'il y a des gens qui regardent et qui écoutent, qui t'as- sont moins au fait de tout et du coup je leur non, retire non, pas mais ce qui t'as m'arrive. raison, t'as raison. Excusez-moi, c'est Non, juste mais je que t'en prie.
Shop, c'est des boîtes dans lesquelles on te demande de bosser vraiment beaucoup. Et comme quand on parlait de 72 and Sunday à Amsterdam, pour dire qu'on bossait aussi le dimanche au lieu de semaine. Ouais. Ok. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de compétition en interne, ce qui n'est pas forcément très agréable quand tu es mis en compète contre d'autres équipes sur les mêmes projets, parce qu'au final, tu peux rapidement te retrouver à rien faire. Quoi d'autre comme Johannes Leonardo, je crois que je pense que tu bosses aussi beaucoup, mais ils prennent quand même des bons. Ils ont de plus en plus de. C'est en train de grossir et ils prennent des bons clients. Ils ont Adidas, ils ont pris Gap il n'y a pas longtemps, ils ont pris Volkswagen. Ils ont fait un super film pour Volkswagen qui était Enjoy the Silence, que je vous conseille de regarder, qui était après le scandale Volkswagen, qui est quand même un cas d'école de comment tu transformes un scandale en une force de communication. Et puis voilà, je pense que après moi, j'ai envie, dans les prochaines années, quand je vais arrêter BBDO, j'aimerais bien investiguer un peu l'univers des toutes petites agences, voire de travailler chez le client. Juste Parce avant, là, que, tu citais, avant de venir là-dessus, tu citais 3 agences à New York, mais au global, aux USA, tu n'en cites pas d'autres? Wyden à Portland, mais je crois que c'est très très dur, mais bon, ça me semble quand même être. Une école. Si c'est atteignable, c'est le rêve d'un publicitaire de bosser sur du Nike toute la journée. Euh, Ouais, pour et à pour Los l'avoir fait, Angeles, pour avoir été un publicitaire hein, qui a bossé pour avoir bossé sur du Nike toute la journée, pour avoir été dans une agence qui avait le budget Nike en France, effectivement, c'est cool. Après, ce qui est compliqué, c'est comme tout le monde veut bosser sur Nike, les mecs, c'est difficile de leur vendre un truc parce qu'ils disent un peu, bah, si vous n'êtes pas content, on a 200 000 agences qui veulent bosser avec nous, etc. C'est un ouais, peu particulier. Il y a toujours des faces cachées j'imagine. Après, à tous les trucs. Mais sur un CV, ça fait du bien. Wyden Portland, c'est quand même l'agence de Nike, Oui, là, c'est quoi. l'agence lead. Alors, on n'était pas dans l'agence lead, mais c'est vrai que l'agence lead, c'est plus facile. L'agence lead, je pense que c'est plus facile. Je pense Il que y a, il y a quoi à Los Angeles? Je te coupe un tout petit peu, je suis désolé. Il y a quoi à Los Angeles comme agence remarquable? Je sais pas. Il n'y a pas de nom qui te viennent Non, de ce que il y tu avait vois. 72, mais franchement, je la trouve pas si remarquable que ça, cette agence. Euh, 180, mais je connais pas très, je sais pas vraiment ce qu'ils font. Je t'avoue que je me suis pas intéressée parce que j'ai jamais voulu déménager à Los Angeles, donc j'ai jamais. C'est moins pointu là-dessus. Mais du coup, tous les DDB, Havas, Publicis, toutes les grosses américaines qu'on a en France, à New York, elles ne font pas partie de celles qui font un peu rêver. Non, pas du tout. Ok. Et il y a des indépendantes? Bah, il y a Wyden. Ouais. Johanna, je crois qu'ils sont indépendants aussi. 72 à New York, ça me fait pas du tout rêver. Elle est en train. Enfin, je pense que je connais plein de créas qui en sont partis. Je pense que les, les backstage sont pas forcément très joyeux. Et ça fait partie des agences qui sont vraiment, vraiment l'idée Marketing driven. ouais, très strat. Donc, c'est un peu, je pense, quand t'es créa. Et du coup, toi, tu dis plutôt rentrer dans une toute petite agence, en boutique shop, comme on dit, J'aimerais bien ou les essayer, ouais. in-house dans les clients, chez les clients. Ouais. Ouais, parce qu'au moins, je me suis rendu compte récemment qu'il y avait un truc dans vraiment créer une agence, faire du branding presque, créer la communication d'une agence, d'une marque, pardon, créer la communication d'une marque, créer une voix pour une marque et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup depuis le début. J'ai toujours adoré. Je pense que chez BETC, on avait beaucoup d'occasions de faire ça. Je pensais à Sephora quand on l'avait pris en pitch et que je regardais Dominique Marchand Jean-Michel Ayerol. et Jean-Michel Alliérol bosser là-dessus. C'était quand même assez fantastique de voir comment tu pouvais complètement reconstruire une marque. On a fait ça sur Air France. Enfin, c'était vraiment dans l'ADN de BETC. Il y avait beaucoup de travaux de fond sur beaucoup de grandes marques. Et je pense que du coup, j'ai gardé un peu ça avec moi. On bosse là-dessus pas mal sur notre petit projet pour Saint-Germain avec Marjo. On leur crée un univers de marque et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, je me dis que dans ces petites agences qui travaillent sur un petit client ou quelques startups, ou, tu vois, ou même bosser dans une startup pour créer complètement
l'univers de cette marque, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. J'ai vu plusieurs créatifs aller bosser chez Apple à New York, notamment des très primés ou très seniors. Ça fait partie de ce mouvement, cette mouvance d'aller bosser ou c'est propre à Apple et à ces gens-là? C'est quelque chose qui se fait? Non, ça se fait pas mal. Tu as beaucoup de créas qui vont bosser chez Spotify, chez Netflix, dans toutes les boîtes de tech comme ça. Les Tu as, GAFA, ouais. t'as une exode pour sûr. Ouais. Ouais, Moi, il y a Facebook a essayé de me recruter il y a 2 ans pour aller à San Francisco dans leurs équipes créatives, mais je t'avoue que bouger à San Francisco, ça m'a pas du tout plu. Et Facebook à New York, c'est vraiment ils font que c'est un peu une agence média presque. d'accord. C'est Et surtout des chiffres de marque, etc., etc. Donc, je sais pas. Mais Spotify, j'ai entendu dire que le boulot était très cool là-bas. ouais, ils avaient gagné des prix, en plus, ouais, ça enfin, en plus, ça les légitimisait et il y a beaucoup de Français à New York? Parce que je parlais des gens chez Apple, mais j'avais entre autres, Éric Jeannot en tête qui est chez Apple, mais aussi, les brésiliens, qui étaient, à Londres avant et qui sont chez Apple aussi, mais il y a beaucoup de Français à New York dans la pub? J'en ai pas beaucoup autour de moi. Je pense que ce dont tu parles, excuse-moi, maintenant c'est moi qui fais du bruit. Ce dont tu parles, je les connais. Je crois que j'ai rencontré Eric, Mathieu, c'était Mathieu, son partenaire. Mathieu Vinciga? Ouais. Mathieu qui? Non, Mathieu Vinciga, il était avec Martin Rocabois, mais ils sont rentrés, tous les 2 l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais rencontré Mathieu et j'avais parlé à Eric oui, j'avais communiqué avec Eric sur Facebook. Euh, ouais, franchement, j'en connais pas beaucoup plus. Hein. Il y Il y a a très peu, hein. Madea Marjo, qui est Ouais. française, mais il n'y a pas énormément de Français dans la pub, non. C'est étonnant qu'il y en ait si enfin, c'est étonnant. Les problèmes de visa et les kilomètres et les heures d'avion, font quand même, beaucoup de freins. Heu, mais aussi la langue. Il y a très peu de Français qui partent, d'où cette série que je fais de vidéos, à travers le monde. Il y a très peu de Français qui partent, principalement à cause du frein que peut poser l'anglais ou la langue locale. Tu vois beaucoup de gens qui parlent pas très bien anglais, qui arrivent à quand même enfin pas très bien, qui se débrouillent pas vraiment, mais qui arrivent à bosser? Ou c'est quand même un prérequis? Je pense que quand t'es DA, tu peux t'en sortir. Rédac, c'est plus compliqué parce que ça nécessite une maîtrise de l'écrit, de la langue écrite. Ouais. Mais je parle plus dans les réunions de présentation, comprendre les briefs, et cetera. Bah, du coup, moi, ma DA parle peut-être un peu moins bien anglais que moi, mais du coup, c'est moi qui prends un peu le lead dans les. Et est-ce qu'on est sur, un anglais international? Parce que, bah, en fait, tu es française et tu présentes à des brésiliens, du coup, bah, il y a personne qui va utiliser des mots qui datent des années 1900 et qu'en fait, les accents sont plus cool que si c'était des texans et cetera? Ça peut être le cas, ça peut aussi ne pas être le cas. Je pense que ça dépend vraiment ça dépend vraiment du client pour lequel tu bosses. OK. Hem, OK et qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je crois qu'on a un peu fait le tour. Si, enfin, dans les catégories, les domaines, on parlait tout à l'heure de mutuelles. Il y a ce truc vraiment qu'on a de France, de voir les Américains, de dire: «Tu te fous de la cheville, tu en as pour 5 000 $. Tu vas juste voir le médecin pour un rhume, tu en as pour 2 000 $». Enfin, il y a un truc vraiment très coûteux, en plus des mutuelles et des que tu prends déjà. Non, quand tu as une mutuelle, je pense que tu es quand même pas mal, Toi, ça t'est pas tu quand arrivé même. d'aller à l'hôpital pour un truc assez random et de repartir en devant payer, une somme Non, conséquente? non, je pense que si je me pétais le bras, en revanche, je devrais sortir de ma poche bien 3 000 4 000 balles, mais ça m'est encore jamais arrivé. Mais sinon, la plupart du temps, quand je vais chez le médecin, c'est complètement couvert par mon assurance, mais quand je reçois la facture qui est payée par mon assurance, c'est des sommes astronomiques, Ouais. qui est Et toi, un autre l problème. Mais je pense que vraiment le système de santé est très, très, très mal foutu. et l'assurance, ça te coûte combien? C'est l'agence qui le paye en plus grosse partie. Moi, ça me coûte peut-être 200 balles par mois. 200 balles par mois, c'est ta partie, c'est-à-dire que l'agence paye aussi une partie? Ouais. OK. Juste pour toi toute seule, oui, de toute façon. OK. Eh bien, j'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. J'en ai plus, je Super. crois. Heu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Bah, merci Gabriel. Merci Greg, j'espère que je me suis pas trop mal comportée.
Et désolée pour le franglais, mais c'est un peu Non, je t'en prie. c'était un peu ma peur. J'avais peur de balancer plein de mots en anglais Non, ça insupportable. va, très peu. Merci, ciao. Ciao!